Il y a un proverbe africain qui dit « L'avenir embarrasse celui qui méconnaît le passé ». Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les hommes cherchent à fabriquer une créature à leur image, une intelligence artificielle, on pourrait dire. Alors pour mieux comprendre ce que je veux dire, je vous propose de prendre quelques exemples. Le premier, c'est la légende de Pygmalion et de Galatée. Pygmalion, c'est un sculpteur qui est né à Chypre, et il réalise une statue en ivoire, une femme magnifique, qu'il nomme Galatée d'ailleurs, et elle est tellement belle qu'il en tombe amoureux. Alors, il veut l'embrasser, mais ses lèvres ne rencontrent que des lèvres froides et immobiles. Alors, il est désespéré. Et à ce moment-là, Aphrodite, la déesse de l'amour, vole à son secours et souffle sur la statue qui prend vie et devient une femme. Il y a une version de la légende qui raconte que Pygmalion aurait transgressé un interdit posé par Aphrodite, et Aphrodite, pour se venger de Pygmalion, eh bien, a redonné à Galatée la forme d'une statue immobile. Bien, à mes yeux, la technique est au cœur d'un couple contrôle-délinquance. La technique, si vous voulez, elle permet à la fois à la classe dirigeante de contrôler la population, mais en même temps, elle permet à la population de transgresser l'interdit. Cette idée, d'ailleurs, n'est pas nouvelle non plus. Si on prend le mythe de Prométhée, que fait Prométhée? Prométhée, il vole le feu aux dieux et il le donne aux hommes. Donc, il transgresse un interdit. Mais que représente en réalité ce feu? Il représente l'intelligence. Alors, on voit bien, si vous voulez, que dès le départ, l'intelligence donnée aux hommes, c'est le résultat d'un stratagème, d'une ruse, d'un artifice. Et donc, on peut dire que l'intelligence donnée aux hommes est une intelligence un peu artificielle. D'ailleurs, sans s'égarer totalement, on pourrait rappeler aussi que dans le cas d'Adam et Ève, il y a également transgression de l'interdit, et c'est par cette transgression que Adam et Ève deviennent hommes et femmes réellement, et deviennent mortels. Comme le dit Aristote, ce qui distingue l'homme justement des autres espèces du règne animal, c'est qu'ils ont l'intelligence, mais ils restent mortels, comme les animaux. Alors les animaux sont mortels, mais ils ne le savent pas, dit Jean-Pierre Vernant. Les dieux sont immortels et ils le savent. Le malheur des hommes, c'est qu'ils sont mortels et qu'ils le savent. Et à partir de là, les hommes rêvent d'immortalité, rêvent d'égaler les dieux, et naturellement, entre le rêve et la réalité, il y a un pas que les hommes osent très souvent franchir. D'ailleurs, on pourrait prolonger le mythe de Prométhée avec celui du mythe de Babel. Parce que font les hommes dans le mythe de Babel? Ils construisent une tour pour essayer d'aller rejoindre les dieux et être aussi puissants qu'eux. Et là, une fois de plus, ils seront punis, puisque les dieux leur enverront plusieurs langues, et comme ils ne parleront plus la même langue, ils ne pourront plus construire la tour. Oui, alors, c'est des exemples un peu différents. Dès le XVIIe siècle, par exemple, Leibniz rêve de transformer toutes les argumentations en calcul. Il dit comme ça, il n'y aura pas plus de raisons pour les philosophes de se disputer qu'il n'y a de raisons pour les comptables de se disputer. Cette idée d'ailleurs sera reprise et là mise en pratique par Pascal, puisque comme vous le savez, en 1642, il fabriquera la fameuse pascaline, la première machine à calculer, dont le fonctionnement permettra de traiter un algorithme. Et on peut prendre un autre exemple. Au XVIIIe siècle, les hommes commencent à se passionner sous l'impulsion du développement de la mécanique classique. Ils commencent à se passionner par les automates. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Vaucanson présente, on est dans les années 1730, présente dans les salons parisiens des automates qu'il fabrique
comme un canard digesteur, des musiciens, il y a un joueur de tambourin, il y a un joueur de flûte, etc. Et alors les gens adorent ça, ils sont passionnés. Alors est-ce que ce goût pour les automates a disparu? Pas sûr. Il suffit de regarder les yeux émerveillés des enfants, le nez collé à une vitrine pendant les fêtes de Noël, pour se rendre compte que les automates continuent à fasciner. Et puis d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, le mot automate fascine beaucoup et que tous ces petits automates à forme humaine, à forme animale, qui vont nous aider dans nos tâches ménagères, sont aussi à l'ordre du jour. Alors, l'intelligence artificielle ne serait donc finalement que l'héritière de tout ce rêve de l'humanité de fabriquer un cerveau plus puissant que le cerveau lui-même. Et d'ailleurs, en 1997, je ne sais pas si vous vous en souvenez, IBM fabrique un ordinateur, le Deep Blue, qui va battre Kasparov aux échecs, le grand champion. Plus récemment, un ordinateur a battu 5-0, si je me souviens bien, Fan Hui, qui est le grand champion de Go. Donc vous voyez que ce rêve est extrêmement présent. Mais cette actualité mérite quand même qu'on fasse un petit retour en arrière encore une fois de plus. Au XVIIIe siècle, un certain baron von Kempelen, qui était ingénieur à la cour impériale de Vienne, fabrique un automate qu'il va nommer le Turc mécanique. Alors ce Turc mécanique, c'est un joueur d'échecs, cet automate, il est joueur d'échecs, et il va battre dans les villages et les villes où il va se promener tous les gens qui vont se confronter à lui. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il y a un mannequin à figure humaine, si vous voulez, habillé d'une cape, d'un turban sur la tête. Il est assis derrière un meuble, et devant ce meuble, il y a deux portes qui s'ouvrent, et devant les yeux ébahis des gens, ils découvrent un mécanisme et un engrenage qui est censé alimenter, faire bouger cet automate. Mais dans la réalité, ce meuble cache un compartiment derrière où se cache un vrai joueur d'échecs qui agite cet automate et du coup, eh bien, comme ce joueur d'échecs est un très bon joueur d'échecs, partout où il passe, il bat tous ceux qui vont jouer contre lui. Au-delà de l'anecdote, qui d'ailleurs est merveilleusement racontée par Edgar Poe dans une de ses célèbres nouvelles, il faut retenir que le rêve de l'homme de fabriquer une créature artificielle à son image, finalement, et que l'intelligence artificielle, les ordinateurs aujourd'hui, s'inscrivent dans une tradition et sont héritiers des penseurs, des rêveurs et même des battleurs de foire d'hier. Je dirais que pour la petite histoire quand même, parce que ça peut intéresser, le baron von Kempelen a été condamné quand même. On a découvert la supercherie et il a été condamné. Peut-être un peu comme le sont aujourd'hui les hackers en informatique. Pour répondre à cette question, on peut prendre un exemple, l'exemple d'un événement majeur, à mes yeux en tout cas, c'est la publication en 1818 du Frankenstein, Prométhée des temps modernes, de Mary Shelley. Remarquez d'ailleurs que Prométhée, une fois de plus, est convoqué dans le titre du livre. Alors que nous raconte Mary Shelley? Dans ce livre, elle nous raconte donc l'histoire de la création par le docteur Frankenstein de cette créature faite de chair et qui, grâce à l'électricité, prend vie. Ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'elle met en garde les hommes contre justement tous les risques qu'encourt l'humanité à fabriquer une créature artificielle à son image, créature qui, si on n'y prend pas garde, pourrait devenir un monstre et se retourner contre nous. J'ajoute d'ailleurs que le mot monstre vient du latin monstrare,
qui, justement, est propre à la technique. La technique, elle montre, elle ne démontre pas. Et le monstre, c'est celui que l'on montre du doigt. Non, alors, quand même pas. Donc, pour répondre à cette question, on peut donner un exemple peut-être un peu inattendu. C'est l'exemple de Pinocchio. Alors, que nous raconte l'histoire de Pinocchio, cette histoire écrite par Carlo Collodi à la fin du XIXe siècle? Bon, Geppetto est un menuisier. Il est pauvre et avec un bout de bois qui était destiné à être brûlé, il fabrique une petite marionnette qu'il appelle Pinocchio. Et cette marionnette ressemble tellement à un être humain que, évidemment, Geppetto rêverait que ça devienne un être vivant. Et il va, à ce moment-là, invoquer l'étoile des souhaits. Et finalement, l'étoile des souhaits va donner vie à ce petit Pinocchio qui va parler, qui va rire et chanter comme un enfant. Ça n'est pas sans nous rappeler, d'ailleurs, que Pygmalion, lui aussi, avait invoqué Aphrodite pour donner vie à Galatée. Ce petit garçon n'est pas du tout antipathique, ce n'est pas un monstre, au contraire, il est aimé par tous les enfants et le feuilleton a été extrêmement suivi en Italie, au point que quand même Collodi voulait faire mourir Pinocchio, les gens lui écrivaient une suite parce qu'ils ne voulaient pas qu'il meure. Il n'empêche quand même que Pinocchio transgresse les interdits de Geppetto et même va lui désobéir, au point qu'il va lui arriver quand même des tas d'histoires et des sales histoires. Alors, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le Nouveau Testament. Joseph, certes, il n'est pas menuisier, il est charpentier, mais comme Geppetto, il est pauvre, il travaille le bois, et comme Geppetto, il assiste à la naissance d'un enfant extraordinaire. Alors peut-être que vous allez trouver que j'abuse un peu avec les comparaisons. Je voudrais vous rappeler quand même que lorsqu'en 2002 est sorti le film de Roberto Benigni, Pinocchio, il y a eu en Italie une Pinocchio-mania. On voyait des Pinocchio partout. Et au Vatican, il y a une boutique spécialisée dans les articles religieux, dans la vitrine duquel était pendu un Pinocchio au milieu de Christ. Je crois que l'allusion se passe de commentaires. On voit bien donc avec tous les exemples que j'ai cités qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de l'intelligence artificielle et probablement d'autres technologies contemporaines, qu'elle est l'héritière d'une histoire et qu'elle est aussi l'héritière et qu'on ne peut la comprendre que si on la resitue dans un système de pensée, dans un contexte, et le contexte qui a présidé à son émergence. Je pense que tout cela illustre assez bien la phrase qu'Heidegger, le philosophe Heidegger, a prononcée dans une conférence sur la technique en 1953, où il dit « L'essence de la technique n'est pas technicienne ».